Alors évidemment, Mmh. là on parle de choses franchement très funky. Ouais, c'est Parce qu'évidemment quand on voit généralement l'histoire elle est tragique en tant que telle, hein, j'ai envie de dire, mmh. et puis j'ai envie de dire aussi La Revanche des Sith, c'est pas un film, très léger on va dire au niveau de ses thématiques quoi. Évidemment parfois faut mettre le pied je dirais dans, des thématiques comme le fascisme, l'effondrement des sociétés républicaines, tout ça, enfin bref, c'est pas forcément jojo. Mais on va quand même continuer dans la noirceur et la pourriture humaine, et cette fois-ci on va plutôt aller dans les références philosophiques. Je pense pas que Lucas c'est vraiment, j'en sais rien à vrai dire, on n'est pas dans le secret du dieu, j'ai envie de dire, du grand concepteur que voilà. Mais je sais pas si George Lucas est vraiment allé chercher au niveau philosophique vraiment des références, mais ça m'étonnerait franchement pas. Ce que beaucoup de gens qui analysent l'écriture inspirée de Joseph Campbell, vu que c'est une écriture en fait qui est basée sur des archétypes, on peut en soulever des thématiques et partir en emphase dessus en fait. Mhm. Limite, qu'importe en fait l'intentionnalité en fait de George Lucas, en fait, son œuvre va beaucoup plus loin que ça en fait. Oui, c'est autre chose qu'on verra sur la dialectique entre est-ce que c'est l'auteur qui a voulu le mettre consciemment, est-ce qu'il l'a mis, voire même inconsciemment, de part, parce que quand même Lucas c'est quelqu'un qui a quand même une grosse culture, c'est quelqu'un d'assez curieux, voire même tout simplement il l'a pas calculé et c'est nous qui mettons ces codes-là et ces interprétations dans le film. C'est quelque chose qu'on abordera Oui, évidemment à la potentiellement, fin. mais j'ai quand même tendance à croire que c'est quand même relativement intentionnel. Oui, oui, je pense, En oui. particulier parce que ça caractérise tellement bien les personnages dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font que tu peux pas simplement te dire que c'est un bonus en fait. Ouais, voilà. Et si on devait commencer par quelqu'un, et quand même on pourrait rester sur le personnage dont on a déjà parlé et qui est quand même le plus intéressant du film, c'est quand même Palpatine. J'ai parlé du fait qu'il était machiavélique. Mhm. Bah justement, si on repart de la base, hein, machiavélique, ça vient de Machiavel en fait, qui est un théoricien et philosophe qui a caractérisé en fait les mécanismes du pouvoir en fait, en particulier avec son œuvre Le Prince, qui est un petit peu son best-seller. Et en fait, son but, c'est d'expliciter l'attitude et les stratégies que l'homme de pouvoir doit adopter en fait pour garder son pouvoir, pour l'atteindre et pour le conserver. C'est un peu ça le but. Mhm. Ce que dit Machiavel, en outre, on pourrait dire, une des citations, l'État n'est pas un organisme capable d'apporter des améliorations morales ou matérielles à la population, mais simplement un véhicule de pouvoir pour les hommes et le parti au pouvoir. Tout simplement ça. C'est scandaleux. C'est scandaleux, on peut pas dire ça, mais en fait si, c'est complètement le cas en fait. C'est qu'il n'y a pas de transcendance en fait du point de vue de Machiavel. On n'est pas du coup dans une vision qui serait plus proche de celle des Jedi en fait, à savoir d'une société ou d'une république qui aurait pour but le bon, le juste en Mhm. fait. On se dirigerait comme avec finalement une boussole morale en fait. Mhm. On se dirige vers le bon quoi. C'est ça. Machiavel en fait dit non absolument pas. On est face à des gens cupides et l'État est un parfait instrument pour servir ces gens cupides. Dans une logique plutôt égoïste, dans le sens où Machiavel, on pourrait le situer comme un des premiers grands penseurs amoral et aussi l'avènement du libéralisme aussi. Hmm. Le libéralisme vient à un moment dans l'histoire en Occident où on dit que l'idée de bien n'a plus lieu d'être, maintenant c'est l'individu Hmm. qui cherche à maximiser son intérêt, son pouvoir, et c'est ça qui va participer à la richesse d'une nation. L'ennemi principal de Palpatine, ce sont les Jedi en fait, comme la présence même des Jedi en fait présente une dimension religieuse et spirituelle aussi, à savoir de transcendance. Hein. Encore une fois, c'est aller au-delà en fait de notre simple normalité, de notre réel en vérité. Hmm. Il est même forcément nécessaire pour Palpatine en fait de pour moi, c'est en ça que je justifie l'ordre 66 en fait et le génocide des Jedi en fait, c'est que ça met fin même à cette idée même de transcendance en fait. Hmm. On pourrait dire au niveau de la République et au niveau de la galaxie en général, l'on change complètement de mindset. C'est ça. c'est un peu ça au niveau des idées en fait. C'est d'où le fait que un truc qui est central dans ce film, c'est la prophétie. Anakin est vu d'ailleurs comme étant l'élu, qui ramènera l'équilibre dans la force. Hmm. Tu peux détailler là-dessus. Quelle est notre vision de cette prophétie-là en particulier? Et est-ce qu'elle a eu lieu finalement dans Star Wars 3 en fait? Oui, bah ça c'est toute la question. Mais après, au niveau, en fait, on voit pas seulement en fait les institutions politiques concrètes s'effondrer, mais ce qui va fonder en fait cette institution. Effectivement, toutes les idéaux de prophétie, de croyance en une forme de bonté, de justice qu'incarneraient les Jedi, et ben en fait on sent qu'il a plus lieu d'être. On voit très bien qu'en fait Palpatine, et c'est quelque chose qu'on abordera plus tard dans la question du relativisme moral, c'est qu'en fait Palpatine il est pas là parce qu'il est pas d'accord avec la vision du bien des Jedi. Hmm. C'est qu'en fait il est complètement dans un prisme philosophique qui est complètement différent. Hmm. Il n'est pas là pour protéger une autre conception de la morale. Il est là parce qu'il considère qu'en fait, la seule question, c'est le pouvoir, en fait. La religion Jedi, il en parle un petit peu comme ça, Anakin Hardy, cesse d'être utilisé comme un pion par leurs Jedi et leurs concepts et leurs vieilles croyances archaïques. C'est un petit peu ça qu'il dit. Il dit, en fait, les Jedi, c'est des vieux prêtres qui viennent nous emmerder avec leur vision extrêmement raide, canonique du bien. On en vient, en fait, à exploser toutes les institutions politiques pour aboutir à, en fait,
une forme de sacralisation du pouvoir en fait. Un peu Dieu est mort, on pourrait faire le lien avec Nietzsche quoi. C'est Mm. que il y a plus de croyances. Au lieu de trouver de nouvelles valeurs, et ben en fait on va sacraliser seulement le pouvoir en fait et l'individu. Pour cette prophétie en particulier, c'est une espèce de promesse en fait d'un équilibre en fait. Et cette promesse-là est complètement rompue. La prophétie est tout simplement annulée en fait dans Star Wars 3 en fait. Elle n'a juste plus lieu d'être. C'est pour ça en fait pour moi qu'il y a un retournement. Oui, c'est pas tant que total, la en fait. prophétie a échoué, c'est que la prophétie est une douille. Ouais, C'est vraiment ça l'idée quoi. Ça aurait pu être le titre du film finalement. La prophétie est une douille. C'est la douille quoi. Mais voilà, si Machiavel dit que justement l'État n'est que un instrument de pouvoir pour les hommes et les partis au pouvoir, bref, c'est parce que en fait il a la conviction, et même en fait il en fait l'analyse, que la nature humaine c'est de la dorme. C'est ce qu'il dira en particulier dans une citation, hein, la soif de dominer est celle qui s'éteint la dernière dans le cœur de l'homme. La philosophie de Machiavel en fait trouve ses fondements dans cette conception-là en fait que la nature humaine est vile et égoïste, elle ne peut pas être autre chose. Et justement, quiconque prétend l'inverse est un menteur, est un hypocrite. Ouais, c'est vraiment un postulat, vraiment une affirmation en fait très pessimiste sur la nature humaine. C'est en fait on appelle ça un pessimisme anthropologique. En fait, on dit que les hommes ils sont simplement là pour garder le pouvoir et que toutes les considérations morales, religieuses autour, en fait c'est de l'esbrouf en fait. Et justement, un des trucs qui est attaqué dans les discours ou du moins dans les dialogues de Palpatine, c'est souvent l'altruisme. Hein, voilà, l'altruisme en fait, de son point de vue, ne peut être que l'objet d'un calcul intéressé en fait. Dans ce cadre-là, si on admet que les valeurs morales c'est juste un mensonge pour mieux dormir la nuit, qu'est-ce qu'on fait pour régner sur les hommes en fait? Visiblement, il faut régner sur les hommes malgré eux en fait, et en misant sur la prédominance des bas instincts que l'on projette en eux. Si je suis un enfoirax, tout le monde l'est. Oui. Et de ce fait, je peux jouer sur cette corde parce que j'ai la conviction qu'elle existe chez les autres. Et justement, de la même à la provoquer et de la même à la créer en fait. La nourrir, l'éduquer, ouais, l'exploiter en quelque sorte. Tout à fait, exactement. Par exemple, Palpatine, voilà, le dira dans la fameuse scène de l'opéra. Quiconque a un pouvoir a peur de le perdre, ça vaut aussi pour les Jedi. Les Sith et les Jedi sont similaires quasiment en tout point, y compris dans leur quête d'un plus grand pouvoir. Sith et Jedi, finalement, voilà, sont tous deux des enfoirax. Voilà, c'est ça. En fait, il va expliquer qu'en fait, les Jedi sont les grands hypocrites de l'histoire. C'est quelque chose qu'on détaillera sur la scène de l'opéra, mais c'est vraiment... là, on a un conflit politique qui est extrêmement clair. Ouais. Entre un individualisme libéral, machiavélique, qui est Palpatine, et Anakin qui va réciter la bonne leçon, platonicienne, presque chrétienne en un sens. Il va dire, non, moi je défends des valeurs morales, je défends le bien, etc. Mais il lui dit, mais non, toi tu défends pas le bien, c'est que tu penses défendre le bien, mais tu te caches derrière, qu'évidemment les Jedi, ils veulent accéder au pouvoir, etc. etc. Pour rebondir sur Anakin aussi, cette réponse-là qu'il donne à Palpatine, en fait, est aussi une réponse dogmatique, en fait. Oui. Et ce qu'il verrait, en fait, ce que Palpatine lui répond finalement en sous-texte, c'est que déjà, ce que tu penses, c'est de la merde, et en plus, tu ne penses pas vraiment, parce que tu ne fais que réciter. Et c'est même paradoxal, parce que justement, dans cette scène de l'opéra, je me rappelle, le moment où Anakin parle de ça, il y a des applaudissements en fond. Ouais. Est-ce que c'est justement ce que défendrait George Lucas à travers ce film-là, ou est-ce que en fait c'est un peu un applaudissement cynique de bravo, tu as bien cité ta leçon, machin. Ouais. Tu vois. C'est pour moi ça qui est assez fou dans cette scène-là, c'est que j'ai l'impression que c'est la seule scène qui vient mettre un peu le grain de sable dans le conte moral de Star Wars, quoi. Mais ça en donne aussi toute sa force, quoi. Je trouve que ce qui est très très fort dans le film, c'est pour moi la grande qualité, c'est que c'est son antagoniste, quoi. On ne peut pas complètement donner tort à Palpatine. Et ça en devient flippant, parce qu'on sait très bien que ces postulats philosophiques, ils sont extrêmement pessimistes, extrêmement sombres, et souvent, parfois concrètement et politiquement, extrêmement dangereux. Oui, tout à Je ne peux pas faire de parallèle. Oui, bien sûr, en fait, c'est même pas suffisant de dire que sur le terrain philosophique, il a raison. D'ailleurs, la scène, je me rappelle très bien de la scène du coup de l'opéra, il y a une espèce d'énorme bulle au milieu de cette scène, avec justement des espèces de filaments qui passent d'une bulle à l'autre. Ouais, en fait. c'est le spectacle des moines calamari dans cette scène. Et ça représente tout à fait ça, une espèce de justement avec un plan symétrique avec Anakin à gauche et Palpatine à Ils sont droite. très éloignés dans le cadre, on a l'impression qu'ils sont très opposés dans leur philosophie. Exactement, et ce qui se passe dans cette scène, finalement, c'est des filaments qui passent d'un camp à l'autre, en fait, et justement montrer une certaine porosité, ou une compréhension, en fait. Et c'est encore une fois une grande scène de trouble. Ah non, mais c'est peut-être la plus grande scène enfin, peut-être pas la plus grande scène du film, mais enfin, au niveau de la mise en scène, c'est celle qui est la plus chargée, quoi. Oui, tout à fait. Notamment, enfin, on pourrait s'arrêter sur chaque plan, ce serait. Mais effectivement, là, en fait, on a vraiment un conflit où on voit les personnages très éloignés au début, qui sont campés sur leur position, et on voit très bien qu'en fait, le gagnant de ce duel, c'est Palpatine qui commence à semer le doute, où il vient en fait mettre
sa philosophie machiavélique, égoïste, dans le bon prêchi-prêcha platonicien et chrétien d'Anakin. Ouais, tout à fait. Et Anakin, ça va évidemment l'attirer parce qu'il va comprendre qu'en fait, c'est quelque chose qu'il a jamais entendu, donc c'est attirant. Mm. Et non seulement ça va lui donner des portes de sortie philosophiques pour arrêter de penser comme un Jedi. Et on sent très bien qu'en fait, son rôle de Jedi, déjà, il avait du mal à l'assumer avant, dans l'épisode 2. Dans l'épisode 3, vous avez vu le film, je pense que vous avez vu ce que ça donne. Et on voit très bien que la manipulation de Palpatine, elle est juste lumineuse. Quoi, ouais, tout à fait. C'est pour ça que justement les idées en fait de Anakin, même si justement on est tenté d'y croire en fait justement, ou peut-être qu'on y adhère, en fait dans cette scène-là paraissent extrêmement idéalistes. C'est ça en fait finalement le regard que Machiavel aussi finalement porte dans cette philosophie, à savoir celle d'un homme qui n'est pas idéalisé. C'est pas pour autant qu'il est ému par rien du tout, il est ému par la passion. La passion, l'égoïsme, etc. Et c'est ce qu'il dit aussi. Entre autres choses, cet homme-là est vu aussi comme étant, comme tu dis, égoïste, mais aussi vil. Ça veut dire que tu peux même pas lui faire confiance, en fait. Comment est-ce qu'on fait finalement pour, si on est dans la place de Palpatine, contrôler un homme, avec un grand H, j'entends, hein, qu'on ne peut pas croire, en fait? Et bien lui, il pose une réponse très claire à travers la philosophie justement de Machiavel, à savoir, au moins, l'homme suit avant tout son intérêt. Ça, au moins, on en est sûr. Ça, on en est convaincu, en fait. Au moins, voilà, c'est un enfoirax, mais du coup, il cherche à se faire plaisir, en fait. Du moins, il cherche justement à profiter à son propre intérêt. C'est ça, cette conviction. Moi, ça, c'est un bloc monolithique, quoi. Mais qu'est-ce que cet homme perçoit être son propre intérêt, en fait? On peut parler d'un truc, hein, c'est qu'on est tous des individus qui ont un point de vue subjectif sur les choses. C'est-à-dire que cette réalité que l'on expérimente tous de son point de vue, en fait, elle peut être changeante parce qu'elle dépend de notre point de vue, en fait. Ce qui fait que, avant tout, pour faire adhérer quelqu'un à une autre réalité, il faut changer son point de vue. En particulier, c'est un truc vraiment qui est fondamental dans Star Wars, c'est la manipulation émotionnelle. Par les émotions, je vais t'inviter à avoir un autre point de vue sur les choses et tu vas reconsidérer tes intérêts. Et potentiellement, tes intérêts vont aussi dans les miens. Ou peut-être d'ailleurs que dans les miens, en fait, potentiellement. Une des émotions les plus fortes, c'est la peur, par exemple. Machiavel dira ça, hein. Celui qui contrôle la peur des gens contrôle aussi leur âme, tout simplement. C'est aussi basé aussi sur le fascisme, hein. C'est se baser sur la peur de la mort en particulier, hein. C'est un peu cette conviction, un petit peu d'ailleurs très terre à terre de ok, t'as des idéaux, mais si je te mets un flingue devant le nez, ils vont s'envoler ces idéaux en fait. Tu vas penser dans ton intérêt de rester en vie. C'est un peu ça cette conviction en fait, hein. On le voit aussi dans le Dark Knight aussi de Nolan, hein, avec le Joker qui incarne tout à fait cette idée, hein. Rappelons que dans le film, Palpatine en fait n'arrête pas de jouer avec les émotions d'Anakin. Il mise avant tout sur l'ambition d'Anakin. Et ça c'est très contre-intuitif en fait pour nous en tant que spectateurs parce que Anakin c'est un Jedi en fait. Pourquoi tu mises sur l'ambition d'un Jedi, Jedi qui est censé être désintéressé? Et c'est ça encore une fois le calcul Palpatine, c'est ok, tes idées, c'est un peu du vent. Ce que tu as envie, c'est le pouvoir en fait. Et ça, tu ne l'avoues pas. Mais je sais que ça existe, donc je vais miser là-dessus. Donc, il promet à Anakin un rôle plus grand. Du moins, il part du postulat que, étant donné, vu qu'il est fantastique, vu qu'il est tellement talentueux, il devrait être maître. Il fait naître l'ambition. Il fait naître une ambition chez Anakin, même si Anakin n'est pas d'accord à l'entrée. Il le dit, hein. Il dit mais attendez, mais c'est le conseil qui élit ses maîtres. Il pourrait même dire oui, moi je suis encore trop jeune. Mais le fait est que s'il écoute Palpatine d'une oreille et que de l'autre oreille il entend Mace Windu qui lui dit mais attends, mais assieds-toi, jeune Skywalker, tu n'es pas maître Jedi. Bah évidemment ça va faire naître de la frustration, des émotions, de la peur, de l'ambition, etc. Tout à fait, exactement ça en fait. Sans ambition, tu peux pas frustrer en fait. C'est dingue dans cet épisode 3 à quel point les enjeux sont dans une intrication en fait. C'est que l'enjeu philosophique, on pourrait dire autour d'Anakin, se met dans un contexte politique qui fait que il est normal, comme on l'a dit précédemment, que les Jedi refusent cette nomination, mais Palpatine misait sur le fait que les Jedi allaient refuser cette nomination parce qu'ils misaient sur leur indépendance, frustrant ainsi Anakin comme il était prévu, avec une ambition qu'il a fait naître, en fait, qu'il a suscité du moins. Dans un deuxième temps, on pourrait aussi dire que Palpatine aussi exacerbe les émotions d'Anakin, en particulier dans une idée qui est au centre en fait de Star Wars 3, c'est que Anakin a fait le rêve que Padmé allait mourir en accouchant. Il va avoir cette conviction en fait, et parce qu'il ne veut pas justement faire face à la mort, en fait, va essayer de trouver une solution face à ça en fait. Yoda va lui dire attention, Anakin, ne crois pas ces visions, ne les prends pas au pied de la lettre, parce qu'elles sont potentiellement fausses. Et en même temps, si elles s'avèrent être vraies, sache que la mort nous attend tous. Donc en fait, pourquoi en avoir peur? Et là, on pourra revenir dessus après. Mais que Palpatine
va dire de son côté un truc mais tout à fait contre-intuitif. Je cite: ce n'est qu'à travers moi que tu pourras acquérir un pouvoir plus grand qu'aucun autre Jedi. Apprends à connaître le côté obscur de la Force et tu seras capable de sauver ta femme d'une mort certaine. C'est les derniers mots, hein, c'est certaine quoi. Ouais. Il appuie la conviction que ce que ressent Anakin va se réaliser en fait, et ce qu'il a vu entre guillemets. Et c'est tout à fait flou aussi, on pourrait se dire à quel point est-ce que cette vision est réelle ou pas. Elle signifie une seule chose en fait, la peur que tout être a de perdre un être cher. Un être cher, voilà, ouais. Ça c'est un truc qui est quasi universel. Voilà. Et là, on est plutôt dans un autre archétype, on pourrait faire le parallèle, ce serait le côté plutôt le monstre de la tentation, quoi. Ce serait peut-être un peu la Genèse, quoi, avec Adam et Ève, avec le serpent. Mm. Propose le fruit défendu à Anakin, quoi. C'est tu pourrais avoir tout le pouvoir, tu pourrais avoir les pouvoirs de Dieu finalement. Et lui-même, il aurait peur de ça, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est quelque chose qui est un peu proche, je trouve, du comportement de Palpatine qui, au-delà d'être machiavélique, il a aussi ce côté un peu monstrueux, le diable, le serpent de la Ouais. Genèse qui vient lui proposer le fruit défendu. C'est Tout à fait. encore un autre code de l'Ancien Testament. En appuyant cette angoisse qu'a Anakin de perdre Padmé, il propose une solution en fait. Et une solution, c'est tu Ouais, un peux... échappatoire. Échappatoire, exactement. Et c'est parce que il entretient cette certitude qu'il va se rendre indispensable en fait. Et c'est même ça d'ailleurs qui va primer à toute fin de l'arc, hein, à savoir avec Anakin justement qui est à deux doigts de potentiellement laisser Windu faire peut-être, hein, on ne sait pas trop. Mais justement il dit non, ça ne peut pas se faire parce que j'ai besoin de lui. Il arrive à se rendre indispensable, quoi. Palpatine c'est un manipulateur. Ouais. Un manipulateur ça fait quoi? Ça manipule. Et ben ça manipule tout à fait. Ah, C'est exactement on ça. est bon, putain. C'est exactement ça. On avance. Et autant rappeler que voilà, ça c'est un geste cinématographique. On ne connaît jamais l'intériorité de Palpatine en fait. On ne voit que Palpatine s'adresser au personnage principal, à savoir Anakin. Vu qu'Anakin est la personne manipulée, l'on ne sait pas finalement ce que pense réellement le manipulateur. On n'aura simplement que la vision extérieure. C'est pour ça que justement c'est un personnage qui est très intéressant parce que on n'arrête pas de se demander mais qu'est-ce qui le fait se mouvoir en fait. C'est ça. En quoi est-ce qu'il croit réellement C'est en ça. fait. Et c'est des choses qui se font aussi dans la mise en scène. Hein. Non seulement le côté du fait qu'il se scarifie et qu'il devienne une espèce de grosse boule de chewing-gum dégueulasse là. Et après, il y a tout le jeu aussi de la capuche, qui est vraiment l'iconographie suprême de Palpatine, quoi. C'est le mec avec la capuche baissée, quoi. On sait ce qu'il dit, il parle beaucoup, c'est un verbeux. Ouais. Il dit beaucoup de choses, notamment des choses très habiles, on va dire. C'est vraiment un politicien. Le rôle d'un politicien, c'est quand même de parler. Mais on sait pas où il regarde avec sous sa capuche. Et ça, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que la manipulation derrière, elle est passionnante à voir, en fait, en tant que spectateur. Ce qu'il veut, c'est le pouvoir, en fait. Finalement, est-ce qu'il est si compliqué que ça, Palpatine? Bah non, en fait, on sait très bien qu'il veut le pouvoir. Et tout l'intérêt de son personnage, en fait, ça va être de dissimuler cette quête à travers de nobles apparats, constamment. Si finalement je me fais empereur, c'est pour sauver la galaxie, c'est pas pour moi. En fait, c'est toujours, voilà, encore une fois, même par exemple dans l'épisode précédent, l'attaque des clones, il accepte les pouvoirs qu'on lui donne, il en fait pas réellement la demande en fait. C'est ça. Je ne veux pas le pouvoir, sinon je l'aurais cherché. Ouais. Il m'arrive dessus, donc je l'accepte. Ouais. Et c'est ça aussi le but aussi de Star Wars à travers le côté obscur, c'est de montrer aussi un fétichisme du pouvoir, un pouvoir qui n'aurait d'autre but que lui-même. Oui. Et un fétichisme de la parole aussi. De la parole. Il faut comprendre ça, c'est que j'ai l'impression que les gens, notamment avec l'apostologie, ils n'ont pas compris qu'en fait, les agents du côté obscur, si on ne doit pas se limiter au Sith, on ne peut pas les croire sur parole. Et s'il y a bien le grand Sith de l'histoire de Star Wars, c'est quand même Sidious. C'est quand même un type où quand tu l'écoutes, tu dois toujours te poser 2 minutes et te dire attends, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que là, il y a encore un coup de manipulation. Si je dois lister factuellement ce que fait Palpatine dans le film, bah tu pourrais dire mais en quoi est-ce que c'est le parcours d'un méchant en fait? Genre, il s'auto-kidnappe, oui, ça, voilà, il se fait kidnapper plutôt. Il récompense Anakin en le nommant en conseil, il fait preuve de respect, il lui fait confiance, il complimente Anakin sur ses pouvoirs, il lui confie ses craintes, notamment, il implore Anakin de se servir de ses connaissances, vraiment utilise-moi quoi, et il se place en tant que victime de coup d'état en fait, et supplie Anakin de le sauver en fait. Alors je dirais pas qu'il est attachant, mais on a tout de suite du respect pour lui. On a souvent l'habitude de dire que Star Wars est archétypal, manichéen. Là, je trouve que c'est quand même un retournement qui est assez total en fait, à savoir, il profite en fait a posteriori des fruits de son plan en fait, en feignant l'abnégation. C'est qu'il ne peut pas profiter de son pouvoir et de sa stature s'il admet que tout ça n'était qu'une manipulation en fait. Il est obligé de maintenir en fait des faux semblants. Machiavel le dit très bien dans une de ses citations, que pour être efficace, il faut cacher ses intentions. Si on cache le caractère intentionnel de la quête du pouvoir, on accroît les chances d'en jouir un jour.
On aura encore beaucoup de choses à dire sur Palpatine, sur Palpatoche, on pourrait dire. Donc ça, en fait, ça implique, au fait, au niveau philosophique, que Palpatine, en fait, il ignore complètement la question morale. En fait, c'est quelque chose que je répéterai, c'est que quand il dit, par exemple, le bien est une question de point de vue, tout le monde s'est masturbé sur cette réplique, il dit, oh là là, Obi-Wan qui dit la même chose dans Star Wars 6, dans Le Retour du Jedi, donc est-ce que ce serait pas, voilà, un peu confus et tout. Sauf qu'en fait, il défend une philosophie pas simplement relativiste, c'est-à-dire, bon, ça chacun notre point de vue, vu qu'on a chacun des points de vue différents, il faut tempérer un peu notre regard sur la réalité, etc. Non, Palpatine, ce qu'il va dire, c'est qu'en fait, vu que c'est une question de point de vue, c'est une question qui est insuffisante, qui est trop poreuse, donc du coup, il est vraiment dans une philosophie amorale, il supprime toute idée de morale. Sur cette réplique, en fait, le bien est une question de point de vue, en fait, il va pas défendre une autre vision du bien, en fait, il est pas là pour tempérer la morale, comme Obi-Wan, par exemple. En fait, il est là pour dire, j'ignore complètement la morale, en fait, il en a juste rien à battre, en fait, des questions morales. Je dirais pas non seulement qu'il les ignore, mais vraiment, il va considérer ça comme ayant aucun fondement. La seule chose qui vaille, c'est le pouvoir. Et on sait très bien que généralement, les gens au pouvoir, c'est pas forcément les gens les plus moraux, qu'il y a parfois une incompatibilité. C'est-à-dire que généralement, les gens moraux, ils ont tendance plutôt à se méfier du pouvoir. Ils veulent pas du pouvoir. C'est un peu Russell Crowe dans Gladiator, quoi. Ouais. Tu vois. Du coup, là, cette philosophie amorale, qui sacralise un peu la forme de pouvoir de l'individu, et ben ça, c'est quelque chose qu'on pourrait très bien retrouver chez un philosophe allemand moustachu qui a aussi un pied dans le nazisme. C'est Nietzsche, évidemment, qui a dit, notamment dans Par-delà le bien et le mal, hein, je pense que le titre déjà de l'ouvrage, il est déjà assez parlant, il n'y a pas de phénomènes moraux, rien qu'une interprétation morale des phénomènes. Voilà. Nietzsche va faire un peu la généalogie de cette morale et il va dire, mais en fait la morale, c'est ce regard nécessaire entre les forts et les faibles pour lire un peu la réalité. Sauf qu'en fait la seule chose tangible, la seule chose réelle, et ben en fait c'est le pouvoir. Donc en gros vraiment c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup chez Nietzsche où généralement quand on critique ce modèle que j'aime pas trop entre les faibles et les forts, où généralement s'il y a bien des faibles dans Star Wars, c'est les Jedi. Ouais, voilà. C'est les faibles par excellence, les Jedi. Parce qu'ils se restreignent en fait. Ils se restreignent, ils se limitent, ils ont un mépris un peu pour la réalité tangible, ils sont moralisateurs, ils sont un peu hypocrites, ils défendent la veuve et l'orphelin, mais en fait, au final, c'est peut-être un petit peu eux aussi qui sont armés, etc. Enfin bref, c'est tout un jeu, toute une exploration en fait de l'amoralisme en philosophie, que ce soit entre Machiavel et Nietzsche. Nietzsche, dans son œuvre, il parle beaucoup d'une opposition entre, qu'il estime vraiment fondamentale dans la culture artistique occidentale, c'est un conflit entre deux divinités de la Grèce antique qu'il utilise. Entre, d'un côté, Apollon, que vous avez à gauche là, donc c'est le dieu du ciel, de la beauté, de l'harmonie, etc. Ouais, c'est un Apollon. Voilà, c'est un Apollon, il est beau quoi. C'est un BG de la night. Oui, c'est ça. Et Dionysos, qui lui c'est plus il est plus dans les beuveries. C'est un teufard. Voilà, c'est un teufard, c'est le dieu de la fête, du chaos, voilà, et du vin aussi, il me semble. Donc on a cette opposition, un conflit vraiment entre ce qu'ils sous-tendent aussi, entre d'un côté l'apollinien et le dionysien. Donc en fait, qu'est-ce qui oppose ces dieux ? On a l'apollinien, ce serait l'ordre, l'harmonie, le beau, la raison, le travail, l'esprit, le contrôle, la sobriété, et enfin la paix. Là où dionysien, ce serait vraiment le désordre, le chaos, le lait, la passion, la fête, le corps, la pulsion, l'excès et la guerre. Et en fait, Nietzsche dit que dans l'art occidental, il y a ce conflit entre l'apollinien et le dionysien. Généralement, quand on veut faire du beau en art, on va faire un truc aérien, harmonieux, éthéré aussi. Qui fait appel à la raison, au beau, à l'harmonie. Mais en fait, Nietzsche dit, mais en fait, ça, c'est pas... On peut pas monopoliser, l'apollinien ne peut pas monopoliser l'art, en fait. Il y a aussi du beau dans le lait, dans la nuit, dans la violence, dans la guerre, dans l'excès, dans le moche, tu vois. On peut faire du beau avec du moche, en fait. C'est ça ce que dit le dionysien. C'est quoi, en fait, le saut qu'on peut faire avec Star Wars, en général, et peut-être encore plus avec la revanche des Sith, bah, c'est l'opposition entre les Sith et les Jedi, en fait. Entre deux conceptions philosophiques, artistiques, qui sont irréconciliables, en tension, et qui aussi, finalement, finissent par se nourrir entre elles aussi. Finalement, c'est un peu une sorte d'interdépendance. Donc là, en fait, on a vu avec Palpatine toute la philosophie des Sith. C'est peut-être pas suffisant, hein, mais on est allé voir dans le machiavélisme, dans l'amoralisme, chez Nietzsche, etc. On avait peu, au fait, de scènes pour pouvoir essayer de définir la philosophie des Sith, et aussi des Jedi en particulier, qui sont quand même particulièrement présents dans la saga. Et c'est quand même un petit peu eux les héros. Oui. Mais eux aussi, ils ont une philosophie. Hein. C'est pas que des héros lambda, c'est-à-dire qu'on peut vraiment bien localiser la philosophie des Jedi, qui est du coup nécessairement diamétralement opposée aux Sith. Oui, tout à fait. Et du coup, comment est-ce qu'on peut s'aider pour la revanche des Sith pour essayer de saisir un peu cette philosophie ? Et ben, on peut prendre cette scène-là entre Yoda
et Anakin. Donc là, on est vraiment une séance thérapeutique. C'est vraiment... En plus, c'est assez marrant parce que Anakin, il va voir Yoda parce qu'il a des cauchemars. Il veut analyser ses rêves. Ouais. C'est juste Dr. Freud, là. Ouais, Yoda, c'est quoi. ça, c'est une Donc là, psychanalyse. c'est quoi. vraiment une psychanalyse de base, vraiment. Et du coup, là, cette scène, en fait, c'est une belle opportunité pour essayer de saisir une autre philosophie dont on n'a pas encore parlé, qu'aborde Yoda. En fait, il va lui proposer vraiment une solution, non pas tant un autre regard anthropologique sur l'homme, sur un truc égoïste ou pas, ou genre non, il faut faire le bien. En fait, il va lui proposer une philosophie pratique. Et Yoda, qu'est-ce qu'il dit ? La mort est un élément naturel de la vie. Réjouis-toi pour tous ceux qui, autour de toi, retournent à la force. Ni les pleurer, ni les regretter, tu ne dois. Exerce ta volonté à renoncer à tous ceux que tu redoutes de perdre un jour. Bon, ça paraît un peu lunaire, mais en fait, propose en fait une solution qui est directement inspirée d'une philosophie antique qui est vraiment assez majeure, c'est le stoïcisme. Et du coup, qu'est-ce que le stoïcisme ? Eh ben, on peut s'aider du père du stoïcisme qui est Marc Aurèle, qui n'est pas aussi récent que Nietzsche ou Machiavel, vous en conviendrez. Il dit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, mais pas sur les événements extérieurs. Comprenez-le, et vous trouverez de la force. » Le mec a dit de la force, quand même. Oui, c'est vrai. On peut se dire que Marc Aurèle était un fan de Star Wars avant l'heure, quoi. Il dit ça, et on pourrait même poursuivre encore avec la force, aussi. Il dit « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Le stoïcisme, en fait, ça consiste, en gros, à accepter tout ce qui ne dépend pas de nous, en quelque sorte. Donc, souffrir de la nature des choses, c'est complètement, en fait, absurde pour un stoïque. Je sais pas si on aurait un exemple en tête, mais quand il pleut, ça sert à rien de se plaindre qu'il pleut. Ouais, bien sûr. Notamment, on pourrait avoir une autre scène dans The Hobbit, par exemple. Je crois que c'est au début de l'aventure où ils partent de la comté. Et puis, il y a je sais plus quel nain qui dit il pleut, il y a des torrents de pluie, ils sont en poney et tout, ils sont vraiment complètement trempés. Et il dit Gandalf, ne pouvez pas arrêter la pluie, s'il vous plaît, viens sort. Et Gandalf, il dit mais il s'arrêtera de pleuvoir quand il s'arrêtera de pleuvoir, j'y peux rien. Ouais, Je c'est peux ça. pas contrôler la pluie, moi. Hmm. Et c'est comme ça, on accepte. Ouais, Et ça. on Bah, passe du à coup, autre il chose. s'en plaint pas, lui. Et lui, il s'en plaint pas. Hmm. Parce que justement, lui a justement pratiqué cette philosophie stoïque. Hmm. Donc c'est pas en fait une espèce de vieille théorie abstraite, c'est vraiment une pratique quotidienne, un modèle de sagesse que propose Yoda. Et on a une scène qui l'illustre très bien, parce que en fait, c'est pas forcément le film le plus facile à vivre pour les Jedi. Oui, c'est Pour Yoda, un en premier lundi, lieu. en fait, pour eux, tu vois. Oui, c'est un lundi matin. Quoi. C'est un peu, Ouais, ça va pas, quoi. les Jedi sont un peu ronchons quoi, dans le film. Il y a une scène que je trouve très intéressante dans le combat entre Yoda et Palpatine à la fin du film, où, après une grosse explosion d'électricité, après un duel épique sur Duel of the Fate, là, on a Yoda qui s'accroche avec ses ongles au siège du Sénat avant de dégringoler et de tomber au sol. Donc là, on en a déjà quand même une belle idée de mise en scène, c'est littéralement, concrètement, un Jedi au fait qui s'accroche, voilà, éperdument, et en plus il s'accroche pas à n'importe quoi, il s'accroche au siège du Sénat quand même, c'est le lieu concret du pouvoir, c'est là où siège le chancelier. Ouais. Il s'accroche, mais il finit par tomber, par faiblesse en fait. C'est une sorte de dégringolade un peu philosophique pour Yoda. Quoi. Comme on pouvait se questionner concernant qu'est-ce qui se serait passé si Palpatine aurait été terrassé, imaginons-le, durant son arrestation. Les Jedi sont quand même attachés à cette notion de pouvoir, en fait. Est-ce que Palpatine est pertinent, en fait, de certaine manière, en fait. C'est ça, oui, bien sûr. Il vient de dire, oui, attendez, les Jedi, ils sont pas dans une enclave sur Dantooine. Ouais. Ils sont à 3 km du Sénat. Mais, Ils sont sur Coruscant, ils sont pas n'importe où. Palpatine, en fait, est aussi machiavélique de ce côté-là, c'est que il est surtout diabolique, en fait, dans le sens où j'aime bien rappeler cette racine de diable, c'est diabolo, c'est duplice. Si le diable ne faisait que mentir, on a juste à prendre l'inverse de ce qu'il dit, en fait, et on saurait qu'il dit la vérité. Il utilise des idées qui s'avèrent être pertinentes, il l'instrumentalise, en fait. C'est ça, il va l'instrumentaliser, semer la confusion, le désordre, etc. Tout à fait. Mais voilà, du coup, avec et du coup, voilà, on a Yoda qui vit ça à la fin de son combat, et c'est toujours un peu décevant, notamment pour les fans qui disent ouais, mais ils sont toujours déçus par la conclusion de ce combat, mais en fait, elle est juste lumineuse. Les gens sont toujours un peu déçus que ça se termine pas par un espèce de geste épique, mais je trouve qu'elle est très forte, au fait, cette défaite de Yoda. Et en fait, Yoda, comment il réagit à ça ? Il va pas être en colère, il va pas s'acharner ou crier à l'injustice. Qu'est-ce qu'il va faire en tant que stoïque, en tant que Jedi ? Et ben en fait, il va avouer son échec, et en plus, il dit à Bail Organa, je vais partir en exil. J'ai perdu, voilà, c'est tout. J'ai perdu. Après, il va faire aussi de la méditation. Tu vois, on sent que les événements glissent sur Yoda. Alors certes, il a l'air d'être déçu,
mais on sent qu'il arrive à survoler les événements malgré tout, alors Ouais. que c'est juste une putain de catastrophe. Hein, ce En qui se plus, passe. il admet qu'il veut l'exil, mais juste seconde 1 après avoir perdu, en fait. C'est ça. Et d'un point de vue aussi, résumons-le aussi de façon spectaculaire, normalement, il devrait y avoir une revanche, en fait. Mhm. En termes d'écriture basique et souvent de merde, c'est Yoda qui revient et qui affronte de nouveau Sidious, Ah, quoi. mais c'est juste pas possible. Mais ça aurait été- c'est vraiment les gens qui n'ont rien compris au personnage. Mais hein. tout à fait, mais je veux dire, mais tu peux l'attendre au niveau des archétypes en tant que spectateur de cinéma mainstream ou de récit mainstream, on pourrait dire. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, même, voilà, Yoda, on le voit dans les épisodes 5 et 6, il n'aura pas en fait cette revanche-là. Il a même admis au niveau de son existence en tant que tel que il n'a plus ce rôle-là à jouer en fait. Et c'est d'une puissance folle comparé justement à ce que certains fans, par exemple, pourraient attendre de lui d'un point de vue spectaculaire. Où est son sabre laser? Est-ce qu'il va affronter Plagueis? Est-ce que tiens, vraiment, voilà, rappelons en fait que Yoda c'est avant tout ça en fait et qui symbolise et qu'il incarne ce stoïcisme et C'est pas ça. simplement. Et là, il est vraiment strictement opposé à Palpatine. Et ça tombe quand même plutôt bien au niveau narratif qu'il combatte Palpatine. Bah oui, C'est quand oui. même bien écrit quand même. Mais voilà, c'est pas Et juste. c'est vraiment le stoïcisme qui va s'opposer à la philosophie de Palpatine, où il survole les événements par quoi? Par la raison. C'est-à-dire que ses passions à lui, il les refoule. Donc là, on est vraiment dans une logique plus platonicienne, plus antique, plus stoïque, plus chrétienne en un sens, de la philosophie. Quoi. Et c'est vraiment ça aussi, cet autre côté admirable aussi, parce que généralement, nous on adore Palpatine, mais ne serait-ce que de regarder Yoda, il suffit de le revoir traîner toute sa vie à s'emmerder sur Dagobah, on trouve ça héroïque. Certaines personnes le voient aussi comme de la lâcheté en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il va finalement servir plutôt de mentor pour Luke. Après, Luke, il sera en fait la dernière réminiscence des Jedi finalement. Oui, la dernière petite espoir. Mais que d'un certain point de vue, en fait, certaines personnes voient ça aussi comme de la lâcheté en disant qu'il a abandonné son rôle en fait matériel, on pourrait dire presque dans cette. C'est ça, mais la révolte. question c'est qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est Ouais, ça la question. ouais. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? La réalité tangible faisait que, attends, il allait continuer à essayer de poutrer Palpatine avec un empire qui est en train de se créer. Mais Ouais. là, on est du niveau série Obi-Wan Kenobi, quoi. Ouais. Tu vois. Évitons. Voilà, bah non, parce que le contexte ne s'y prête pas. Parce que les Jedi, c'est terminé. Ouais, voilà. Donc c'est ça que constate Yoda. Mais justement, et je pense aussi que c'est un peu une critique aussi de ça, c'est que il dit dans la fin de Star Wars 3, on devrait justement s'exiler, je sais plus la réplique précise, mais En des temps plus propices. en des temps plus propices. Devront réapparaître. C'est-à-dire en fait comme si justement les temps devaient d'eux-mêmes changer, et en plus quand on a vu Andorre, on voit bien à quel point c'est matériel, à quel point ces temps peuvent changer. On peut y voir aussi une critique de ça, c'est qu'en fait un stoïque concret et total ne donne pas de dynamique de changement non plus. C'est ça. C'est une philosophie du renoncement. C'est qu'en fait, on peut renoncer à absolument tout. À force de dénier toute forme de passion, toute forme d'affect, toute forme d'ambition, et ben en fait, c'est une philosophie extrêmement immobile, extrêmement fixe, et aussi, au niveau politique, extrêmement conservatrice. On ne change rien, il n'y a rien à changer finalement. La grande question, c'est qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Étant donné la puissance de Yoda, c'est bien à lui de se bouger, mais après, c'est évidemment les critiques des Jedi qu'on peut faire dans Star Wars.